Bien. L'héminégligence est un syndrome neurologique complexe qui se caractérise d'une part par un biais comportemental dirigé du côté de la lésion cérébrale, mais qui est la différence d'autres situations neurologiques qui entraînent des biais comportementaux comme les atteintes vestibulaires ou les atteintes du lobule pariétal supérieur à l'origine de tableaux d'ataxie optique. Dans l'héminégligence, il existe associé une perte de conscience de l'espace qui est situé du côté opposé à la lésion cérébrale, avec une réduction des capacités perceptives, motrices, attentionnelles et représentationnelles du sujet réalisées à l'intérieur de cet espace. La complexité de ce syndrome peut être illustrée par cette peinture à l'huile réalisée par un patient héminégligent qui présente une héminégligence gauche à 4 mois d'évolution. Sur ce tableau qui représente un bord de mer avec des arbres et de la végétation, on note une très nette asymétrie de la représentation, avec essentiellement des détails qui sont situés sur la moitié droite et une négligence de la partie gauche, en particulier de la partie inférieure de la toile. Sur le côté droit, on note au contraire une surabondance de détails, une réorientation du comportement moteur, avec même des persévérations graphiques. La complexité des manifestations du syndrome d'héminégligence ont conduit les différents auteurs à en proposer une catégorisation en tenant compte d'une part du caractère spatial du déficit selon qu'il est susceptible d'affecter l'espace corporel ou extracorporel. Les différentes manifestations peuvent être distinguées selon la distinction initiale proposée par Jackson en manifestations déficitaires ou manifestations productives. Et selon les modalités sensorielles impliquées, selon les cadres de référence, selon les parties de l'espace concernées, on va donc décrire différents tableaux d'héminégligence. Il existe également des aspects spécifiques concernant le déficit appliqué aux difficultés de lecture et d'écriture et les manifestations productives. Il en résulte donc qu'aujourd'hui, on parle plutôt de négligence au pluriel plutôt que de négligence comme tableau unique, et l'on peut donc établir un parallélisme entre les tableaux d'héminégligence observés à la suite des lésions de l'hémisphère droit et les syndromes aphasiques décrits à la suite de lésions de l'hémisphère gauche. Concernant l'anatomie de l'héminégligence, les premiers travaux qui datent de Ekan à Paris dans les années 50, puis les travaux d'Hellman et les travaux de Ballard et Perani, avec les premières données en tomodensitométrie, ont montré que les tableaux d'héminégligence sévère étaient en rapport avec des lésions centrées autour de la jonction temporopariétale. Mais d'autres aires corticales sont également impliquées dont la lésion peut produire des tableaux d'héminégligence. Le gyrus temporal supérieur, ainsi que des régions pré-rolandiques, les aires de Brodmann 6, 8 et 44. Cette prédominance des lésions corticales à l'origine du tableau d'héminégligence au niveau de l'hémisphère droit, chez le droitier et à l'origine d'un tableau de négligence gauche, a été remis en cause récemment par des travaux conduits par Thibaut de Schotten et Bartolomeo à Paris. En effet, ces auteurs se sont intéressés à l'inactivation des différentes aires corticales situées au niveau du carrefour temporo-pariéto-occipital chez des patients porteurs de gliome de bas grade pour lesquels était envisagée une exérèse chirurgicale. En opératoire, ces auteurs ont en effet réalisé une inactivation sélective des aires corticales. Le malade a été réveillé et on lui a demandé, lors de cette inactivation, de réaliser un test de bisection de ligne. Et dans ce travail, ces auteurs montrent que l'inactivation du gyrus supramarginalis, mais également des parties caudales et rostrales du gyrus temporal supérieur, produisent une déviation modérée au test de bisection. Et ils ont la surprise de constater que le biais de bisection est beaucoup plus important lorsque l'inactivation concerne la substance blanche située dans la profondeur du carrefour temporopariétal. Dans un deuxième temps dans ce travail, ces auteurs ont tenté d'identifier quels étaient les faisceaux de fibres blanches impliqués dans cette étude. Et ils ont montré que cette inactivation portait sur des faisceaux pariéto-frontaux qui sont, chez l'homme, l'équivalent des faisceaux de substance blanche qui relient la région du cortex pariétal postérieur aux régions frontales. Ces travaux semblent donc suggérer que les différentes manifestations
du syndrome d'héminégligence pourrait donc être en rapport avec une disconnexion entre les régions postérieures pariétales et les régions frontales. Il est intéressant de noter que les aires corticales qui sont impliquées dans les réseaux attentionnels, impliqués dans l'attention spatiale, sont véhiculées, sont supportées par ces connexions. En particulier, deux types de réseaux sont décrits. D'une part, un réseau fronto-pariétal dorsal impliqué dans les processus attentionnels volontaires ou dites d'attention endogène, et d'autre part, un réseau frontotemporal ventral qui, lui, va jouer un rôle plus important dans les processus d'orientation exogène automatique de l'attention. Il existe une asymétrie hémisphérique et un rôle plus particulier du réseau de l'hémisphère droit dans la détection d'un stimulus nouveau. À partir de là, l'enjeu scientifique est de tenter d'établir des corrélations entre les différents tableaux d'héminégligence et les corrélats anatomiques. En 2007, Comiteri et collaborateurs dans la littérature, dans une population de 52 patients héminégligents, ont étudié deux sous-groupes, d'une part des patients présentant une négligence extracorporelle et d'autre part des patients présentant une négligence corporelle. Ces auteurs ont montré que le tableau de négligence extracorporelle était corrélé à des lésions prédominantes dans la région dorsale, en particulier au niveau du cortex prémoteur ventral, frontal moyen, autrement dit des régions impliquées dans un circuit impliqué dans la localisation exogène et la réorientation de l'attention dans l'espace. Par contre, les patients qui présentaient un tableau de négligence corporelle, eh bien, les lésions étaient, elles, centrées autour du lobule pariétal inférieur, le gyrus supramarginalis, les gyrus postcentrales, et reflétaient probablement une disconnexion fonctionnelle entre des régions qui jouent un rôle dans le codage des informations proprioceptives et somatosensorielles et des régions qui jouent un rôle dans le codage des représentations égocentrées du corps. Plus récemment, sur une population encore plus importante de 80 patients, Verdon et collaborateurs se sont intéressés aux corrélats anatomiques entre les tableaux de négligence centrés sur l'objet et négligence centrée sur l'espace. Ces auteurs confirment des données antérieures à la littérature, comme celle de Hota et collaborateurs, montrant que la négligence centrée sur l'objet est corrélée à des lésions localisées au niveau du lobe temporal et du gyrus para-hippocampique, tandis que la négligence égocentrée ou centrée sur l'espace concerne des lésions de topographie différentes. Et dans ce travail, qui reposait sur des tests d'évaluation qui étaient d'une part les tests de bisection et tests de barrage, ces auteurs identifient deux sous-groupes, confirmant ainsi des travaux plus antérieurs de Binder et collaborateurs, montrant que dans la négligence égocentrée, il y a d'une part des tableaux dans lesquels la composante perceptive visio-spatiale est prédominante, et ce sont des patients qui vont présenter un déficit principalement dans le test de bisection, et d'autres patients où domine la composante visio-motrice exploratoire et le déficit est alors mis en évidence par le test de barrage. Comme vous le savez, l'héminégligence, le syndrome d'héminégligence, de par ses caractéristiques particulières qui affectent l'orientation du comportement moteur dans l'espace et la conscience qu'en a le sujet, constitue un facteur de mauvais pronostic fonctionnel. Et en rééducation, pour nous, deux questions se posent. La première est de savoir comment est-il possible de réduire le biais comportemental de l'héminégligence et d'autre part, comment est-il possible d'améliorer la conscience de l'hémiespace gauche. Depuis 60 ans, pratiquement une vingtaine de méthodes de rééducation ont été décrites depuis les années 40 avec les premiers travaux de Silberfelling sur la stimulation vestibulaire, puis les travaux sur le visual scanning, l'eye patching, l'adaptation prismatique ou les techniques de neuromodulation cérébrale. Ces différentes méthodes de rééducation peuvent être classées en tenant compte des deux niveaux de représentation qui sont impliqués dans l'intégration des données spatiales et l'adaptation du comportement moteur. Il s'agit d'une part de représentations sensorimotrices non conscientes et d'autre part de représentations cognitives conscientes avec, entre ces deux niveaux de représentation, des interactions. Partant de ce modèle, on peut donc décrire en neuropsychologie et dans la rééducation de l'héminégligence deux approches distinctes.
La première est une approche dite de bas en haut, c'est-à-dire top-down, où l'on va impliquer la conscience du sujet dans des exercices dans le but d'obtenir, dans un deuxième temps, une généralisation à un niveau sensorimoteur. La seconde approche est en quelque sorte opposée, elle est dite de bas en haut ou bottom-up. Elle repose sur l'utilisation de manipulations sensorielles, de tâches d'adaptation visiomotrice, dont le but est, par des exercices non conscients, d'améliorer, d'enrichir les représentations cognitives spatiales. Mais dans les deux cas, la question in fine qui se pose est celle de la généralisation ou non à un niveau fonctionnel des améliorations obtenues. Les premières méthodes de type top-down et les plus anciennes sont les méthodes de scanning visuel et de cueing qui ont été décrites par et mises en place par Diller et Wimber de l'école de New York dès les années 70. C'est aujourd'hui un ensemble de méthodes qui restent les plus largement utilisées dans les différents services de rééducation et pour laquelle nous avons de nombreuses données. L'objectif de ces méthodes est de corriger la déviation, le biais comportemental du sujet et la déviation ipsilatérale du regard par des exercices répétés d'orientation volontaire du regard du côté négligé afin de restaurer une orientation automatique du regard dans un deuxième temps. Seulement, ces méthodes ont deux limites. La première, c'est une absence de généralisation, souvent à des tâches qui ne sont pas impliquées dans les exercices de rééducation. Et la deuxième limite, qui avait d'ailleurs été soulignée par Diller et Wimber, est le fait qu'il est paradoxal de demander à des patients de compenser de façon consciente un déficit dont ils n'ont justement pas conscience. C'est donc l'intérêt de la seconde approche, qui sont des techniques qui vont reposer sur l'approche de type bottom-up, et je vais vous en présenter trois différentes. Premier groupe de méthodes, ce sont les méthodes qui reposent sur des manipulations sensorielles, vestibulaires, proprioceptives ou optocinétiques. Et je vous présente ici un travail récent de l'équipe de Kerkhoff en Allemagne qui étudie l'intérêt justement de ce type de stimulation dirigée du côté gauche pour réduire le biais comportemental et améliorer la conscience de l'hémiespace héminégligé. Dans ce travail, ces auteurs ont comparé deux groupes de patients, l'un soumis à une technique de visual scanning training, top-down, et l'autre groupe soumis à une technique bottom-up de stimulation optocinétique. Et ces auteurs, dans ce travail, montrent un effet nettement supérieur de la stimulation optocinétique qui agirait par un effet facilitateur sur l'élaboration de représentations égocentrées plus symétriques. Plus récemment, une étude en activation cérébrale a montré que la stimulation optocinétique entraînait une activation d'aires corticales qui sont normalement impliquées dans l'attention spatiale, dans les régions postérieures et dans les régions intérieures, aussi bien dans la période à court et à long terme. Par ailleurs, dans ce travail, ces auteurs ont montré une implication d'aires cérébrales de l'hémisphère gauche qui contribuerait à la compensation. Le deuxième type de méthode est l'utilisation de caches oculaires. L'objectif est comparable, c'est réduire l'asymétrie, le déséquilibre interhémisphérique en favorisant la prise en compte par le sujet des informations visuelles provenant de l'hémiespace gauche. Premier travail réalisé par Bess et collaborateurs en 1999 avait pu montrer ainsi une réorientation du comportement oculomoteur qui s'accompagnait également d'une amélioration dans les tests papier-crayon et d'une amélioration fonctionnelle. Plus récemment, Tsang et collaborateurs, en utilisant la même approche, a montré chez un groupe de patients héminégligents 17 versus un groupe contrôle une amélioration significative à la fois des scores de déficience évalués par la BIT, mais également de l'incapacité évaluée par la MIF. La troisième méthode est l'adaptation prismatique. Il s'agit d'une méthode ancienne qui consiste à provoquer de façon artificielle un déplacement de l'environnement visuel par le port d'un prisme d'un angle compris entre 10 et 15 degrés. Lorsque le sujet porte ce type de lunettes, il n'a pas conscience de ce déplacement. Et ce n'est qu'à partir du moment où le sujet va réaliser un mouvement de pointage qu'il va prendre conscience qu'il existe un déplacement de ces mouvements. Ce phénomène n'est observé qu'à la condition où le sujet réalise son mouvement de façon rapide afin d'éviter tout contrôle
en feedback de son mouvement, et d'autre part, à la condition qu'il ne voit pas sa main au départ du mouvement, afin d'éviter tout contrôle en feed-forward. Si le patient réalise de cette façon une série de pointages répétés, on va observer, après un certain nombre de mouvements, une adaptation, c'est-à-dire que le cerveau va prendre en compte cette erreur spatiale dans le calcul de la trajectoire et qu'il y a donc adaptation visomotrice. Cette adaptation visomotrice ancienne est connue depuis longtemps et lorsque l'on va demander, elle a fait l'objet de nombreuses publications en psychologie expérimentale, et lorsque l'on va demander aux patients, une fois qu'on a enlevé les lunettes, à nouveau de pointer en direction du cible, on observe alors un déplacement systématisé de ces mouvements du côté opposé à la déviation, en l'occurrence du côté gauche. Donc, l'intérêt de cette méthode est qu'après une déviation optique vers la droite du champ de l'environnement visuel, le sujet va présenter une déviation systématisée des mouvements de son bras adapté vers la gauche. Il s'agit donc d'un post-effet, et la question posée est de savoir est-ce que ce post-effet peut être utilisé comme méthode de rééducation pour aider le patient héminégligent à réorienter son comportement du côté négligé. Il s'agit bien d'une méthode de type bottom-up qui ne va pas impliquer l'attention volontaire. Dans un premier travail, nous avions montré qu'effectivement, cet after effect s'accompagnait d'une réduction du tableau de négligence visuelle évalué dans des tests de barrage ou dans des tests de dessin. La question qui se pose ici est de savoir est-ce que cet after effect est cognitif, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne d'une modification de représentation consciente, ou est-ce que cette amélioration est simplement expliquée par le fait que le patient présentant un biais comportemental du côté gauche, dans la mesure où il avait un stylo à la main, eh bien l'amélioration est simplement liée à l'effet proprioceptif. Cette question a été abordée dans la littérature par plusieurs auteurs et il existe aujourd'hui de nombreux arguments pour montrer qu'il existe effectivement, après une tâche d'adaptation prismatique, un post-effet cognitif. Et je vais vous présenter deux types de résultats. Le premier concerne l'amélioration de la négligence représentationnelle, qui est un déficit spécifique qui concerne l'imagerie spatiale interne. Et chez un patient qui présente ce type de déficit dans une tâche d'évocation mentale d'un espace, comme ici la carte de France, on observe qu'après une tâche d'adaptation visiomotrice comparable à celle que je vous ai présentée, on note une modification dramatique de l'exploration de la carte et une réduction de la négligence représentationnelle. Or, dans ce cadre, dans cette condition, le trouble de représentation n'est pas du tout impliqué dans la tâche d'adaptation visiomotrice. Le second argument concerne l'amélioration de la négligence sensorielle, et en particulier dans le domaine auditif. Et dans ce travail, conduit par Sophie Jacquin-Courtois, chez des patients qui présentaient une extinction auditive, eh bien, on constate chez ces patients qu'après réalisation d'une tâche d'adaptation prismatique, on observe une réduction de la négligence visuelle, mais également, parallèlement, une réduction significative de l'extinction auditive, témoignons donc bien d'une généralisation de l'effet à un autre domaine sensoriel qui n'était pas impliqué dans la tâche d'adaptation. Des résultats comparables ont été rapportés par Maravita et McIntosh, cette fois dans le domaine sensoriel proprioceptif. À partir du moment où il existe des effets cognitifs, la question qui se pose est de savoir quelles sont les régions cérébrales qui pourraient être impliquées dans ces effets. Cette question a été abordée par Jacques Lyoté dans une étude en imagerie cérébrale fonctionnelle et on a pu ainsi montrer que l'amélioration de l'héminégligence observée après adaptation prismatique et en particulier dans des tests cognitifs était corrélée à une augmentation significative de l'activation cérébrale dans différentes régions. Le cervelet droit, qui joue un rôle bien sûr important dans l'apprentissage sensorimoteur, ainsi que des aires de l'hémisphère gauche, le thalamus gauche et la région occipito-temporale gauche. Partant de ces données, que faut-il en retirer sur le plan clinique? Il existe aujourd'hui dans la littérature environ plus d'une 31 études ayant testé les effets d'adaptation prismatique avec des effets variables tant concernant l'amplitude de l'after effect,
la durée de l'amélioration et la généralisation. Il y a même deux études qui sont négatives. Quelle est la durée de la rééducation dans ces différentes études et quelles informations en retirer? Il y a deux types d'approches. Première approche, c'est la réalité des travaux qui ont utilisé qu'une seule adaptation avec, dans certains cas, des améliorations, comme ici dans ce travail, qui dure jusqu'à 96 heures après la séance d'adaptation. Et puis, de plus en plus de travaux qui suggèrent, au contraire, qu'il faut réaliser des séances répétées pour obtenir des effets solides et durables. Et récemment, un travail de Cirino dans Stroke qui a comparé deux groupes de patients ayant émis négligents, l'un ayant bénéficié d'une adaptation prismatique avec une séance quotidienne pendant 15 jours et un groupe contrôle ayant réalisé des mouvements de pointage avec des verres neutres. Et cet auteur a montré que les patients ayant bénéficié de l'adaptation prismatique ont présenté un niveau de récupération supérieur. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que ces auteurs, dans un deuxième temps, ont proposé aux patients du groupe contrôle la technique de rééducation par adaptation prismatique. Et à ce moment-là, ils observent une amélioration comparable à celle qui avait été précédemment notée avec le groupe traité. Enfin, une dernière étude réalisée par Shirashi chez des patients qui présentaient une héminégligence chronique à plus de 33 mois après la survenue de l'accident vasculaire cérébral, avec cette fois des séances importantes pendant 8 semaines et dans des tâches écologiques, notamment des exercices de pointage, des exercices de préhension en ergothérapie. Et ces auteurs ont montré une réduction du biais directionnel dans une tâche d'appréciation de la position du milieu du corps, ainsi qu'une réduction du biais oculomoteur et dans des différentes tâches d'attention, à la fois des tâches de recherche visuelle et des tâches de détection. Enfin, troisième type de travaux, ce sont des méthodes qui vont associer deux types d'approches, une approche top-down et une approche bottom-up. Et il y a aujourd'hui dans la littérature 3 études avec groupe contrôle qui ont comparé l'intérêt d'associer d'une part une méthode top-down, la technique de Diller, et d'autre part une approche bottom-up, dans un cas la rotation du tronc, dans la deuxième étude une vénération des muscles de la nuque, et dans la troisième la stimulation électrique fonctionnelle, avec dans les 3 cas des effets durables tout à fait intéressants et une généralisation fonctionnelle. Je vous présente ici les résultats de l'étude de Viard, qui avait donc associé à la fois des exercices d'orientation, de scanning, d'entraînement visuel, associés donc à une rotation du tronc. Ces auteurs ont montré dans ce travail, d'une part, une amélioration de la déficience de l'héminégligence évaluée par différents tests, ainsi qu'une amélioration significative de l'incapacité. Associé à ces différentes approches, il existe aujourd'hui d'autres perspectives dans la rééducation des héminégligences. La première perspective concerne la prise en compte dans la rééducation de ces patients des déficits d'attention non latéralisés qui sont associés. Il peut s'agir d'une part de déficits d'attention soutenue, d'un déficit de l'attention visuelle sélective non spatiale, ce qu'on appelle aussi le blink attentionnel, les déficits de mémoire spatiale transsaccadique, qui vont concerner à la fois l'hémiespace gauche, mais également l'hémiespace droit, et ainsi que les déficits de remapping spatial. Plusieurs auteurs ont montré que ces déficits constituent des facteurs aggravants du syndrome d'héminégligence, et il y a aujourd'hui quelques travaux qui suggèrent qu'il serait intéressant de proposer une approche thérapeutique complémentaire de ces déficits. Un exemple, c'est le travail de Malorta et collaborateurs qui ont proposé chez des patients présentant une héminégligence durable et un déficit d'attention soutenu l'intérêt d'un noradrénergique, la guanfacine, chez 3 patients. Ces auteurs ont pu ainsi montrer chez 2 patients une amélioration significative après administration de guanfacine du comportement de négligence évalué par un test de détection de cible. Chez un 3e patient, par contre, aucune amélioration n'a été observée. Or, ce patient, vous avez ici les données anatomiques, ce patient présentait
une atteinte plus importante du cortex prémoteur préfrontal, c'est-à-dire une région où se projettent normalement les voies noradrénergiques. La deuxième perspective qui s'ouvre pour la rééducation des négligences concerne les modifications de l'excitabilité neuronale observées chez les patients porteurs d'une lésion cérébrale. En effet, il existe, à la suite d'une lésion cérébrale, une modification de l'excitabilité du cortex pariétal gauche, c'est-à-dire du cortex sain, qui présente une hyperexcitabilité de repos, bien que cette aire ne soit pas directement lésée par la lésion cérébrale. Et il est probable que cette hyperexcitabilité contribue à la sévérité et à la persistance du tableau. Corr et collaborateurs ont montré que l'amplitude de cette hyperexcitabilité était proportionnelle à la sévérité de l'héminégligence, et d'autre part que lorsqu'on utilise une technique de neuromodulation cérébrale, et il y a demain plusieurs interventions sur ce sujet, en l'occurrence ici de basse fréquence, on peut réduire cette hyperexcitabilité et entraîner une amélioration transitoire de l'héminégligence. Cela ouvre donc des perspectives intéressantes en rééducation quant à l'utilisation de cette technique, soit de façon isolée, soit en association. En conclusion, donc, l'héminégligence est un syndrome neurologique complexe qui se caractérise par un trouble d'orientation du comportement moteur dans l'espace, associant donc un biais comportemental et un défaut de conscience de la partie de l'espace située du côté opposé. Ce syndrome, dont il existe différents types cliniques, est consécutif à une atteinte des connexions pariétofrontales qui sont impliquées dans la représentation de l'espace et l'action et la conscience qui est associée. Concernant la rééducation, 4 approches distinctes peuvent être identifiées aujourd'hui. Des méthodes de rééducation qui reposent sur une approche top-down, des méthodes qui reposent sur une approche bottom-up, une action spécifique sur les déficits d'attention latéralisés et une réduction de l'hyperexcitabilité de l'hémisphère gauche. Les travaux de la littérature semblent suggérer que les rééducations qui combinent 2 approches différentes semblent produire les effets fonctionnels les plus durables. Par ailleurs, les travaux suggèrent que chaque méthode repose sur des réseaux neuronaux distincts qui pourraient ainsi permettre l'obtention d'effets cumulés. En résumé, l'enjeu pour nous est donc de pouvoir choisir la méthode de rééducation la mieux adaptée en tenant compte des régions cérébrales qui sont restées intactes et qui seraient susceptibles d'être activées de façon sélective par une technique de rééducation dans le but d'obtenir des effets cumulatifs et de favoriser la récupération. Je vous remercie.